Donc on se retrouve pour discuter un petit peu de prompt engineering. Alors je vous rassure, ça va vous paraître un peu poussé à la fin, mais promis, en fait, on va pas vraiment aller tant dans le détail que ça. Je vais surtout vous donner des techniques en fait pour utiliser l'IA, pour bien l'utiliser. Donc ce qu'on a vu dans le tout d'avant, en fait, c'est qu'on a introduit un petit peu l'IA. Et donc ce qui est important à vous rappeler, c'est de bien comprendre que l'IA, en fait, elle ne comprend pas les mots. Elle utilise des statistiques pour appliquer des probabilités aux mots. Et c'est très différent de comprendre les mots. Donc en fait, en appliquant des probabilités, la façon dont vous allez agencer les mots va donner aussi une probabilité de ce que l'IA va être capable de sortir avec évidemment une certaine variabilité, mais ça, on ne peut pas y échapper malheureusement. Donc le prompt engineering, c'est vraiment là en fait pour structurer la manière dont vous allez contraindre l'IA à sortir l'information que vous voulez qu'elle sorte. Et donc la façon dont vous allez le faire va directement impacter la qualité de la réponse que vous allez avoir. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre comment est-ce qu'on construit un bon prompt de manière à pouvoir extraire ou faire effectuer la tâche à l'IA dans les meilleures conditions possibles. Donc rapidement un peu de définition. Donc pour faire très simple, le prompt engineering, serait un petit peu l'art de formuler des requêtes. Donc le prompt, c'est quoi? C'est l'instruction qu'on va donner à l'IA. Donc c'est ce qu'on va rentrer en fait dans la barre de recherche. Et il faut bien savoir, donc encore une fois, l'IA ne comprend pas vos intentions. Elle ne sait pas ce que vous voulez. La seule chose, la seule manière que vous pouvez donner à l'IA de lui expliciter ce que vous voulez, c'est d'agencer et d'utiliser correctement les mots de manière à ce que ça soit clair pour elle. Donc, au même titre que sur une recherche Google, quand vous tapez pas les bons mots-clés, il n'y a pas les bonnes choses qui sortent, bah là ça va être encore plus poussé et encore un petit peu plus technique parce qu'on est sur un modèle, un large language model, donc qui nous permet d'utiliser les mots pour appliquer des probabilités à ces mots qui permettent en fait à la machine de, par ces probabilités-là, sortir des mots qui vont correspondre aux mots que vous lui avez demandé. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça ressemble un petit peu à ça. Donc globalement, c'est quoi un prompt? Donc, on a dit que c'était des instructions. Donc dans ces instructions, il va nous falloir pas mal de choses si on veut vraiment avoir une limitation du nombre d'itérations et avoir une réponse précise. Donc il va nous falloir des instructions claires avec le contexte. Qu'est-ce qu'on met dans les données d'entrée? Donc les données d'entrée, c'est ce qu'on va taper. Est-ce qu'on met des exemples ou pas? Et on va voir qu'il va falloir ajouter 2-3 choses de manière à ce que l'IA comprenne bien et fasse pas un petit peu sa sauce. Parce que nous, ce qu'on veut pas, c'est que l'IA fasse sa sauce. On veut vraiment qu'elle fasse ce qu'on lui demande. C'est vraiment un assistant. Et ça, je vais vous le rappeler encore de nombreuses fois dans la vidéo, mais l'IA, c'est un assistant. C'est-à-dire que c'est pas elle qui doit faire le boulot, c'est vous qui allez faire le boulot en amont en fait pour pouvoir justement produire un prompt de qualité. Et plus le prompt sera fourni, plus il sera clair, plus ce sera facile aussi pour l'IA de vous filer une réponse et plus ce sera en fait facile à utiliser. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans ce que je dis, c'est que le gros du boulot, c'est pas l'IA qui va le faire. Le gros du boulot, c'est vous qui allez le faire en fait. Même si l'IA, évidemment, va vous donner une sortie derrière, va vous donner du contenu, le gros du travail, c'est quand même à nous de le faire quand on utilise l'IA. Et ça rejoint un petit peu la responsabilité dont je parlais dans la partie éthique du premier tuto. Donc pour l'anatomie, parce que bon, bah, je suis ostéo, donc moi l'anatomie ça me parle bien, peut-être que ça vous parlera à vous aussi, un peu moins ou de la même manière, je sais pas. Donc je vous ai créé une sorte de petit squelette d'un bon prompt pour que vous puissiez comprendre un petit peu à quoi ça doit correspondre. Donc un bon prompt, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le rôle et l'identité qu'on va donner à l'IA. Je vous ai dit, l'IA fonctionne sur des probabilités. Ces probabilités, elles ont été construites à partir de différences culturelles, de différences sociales, de différences sémantiques. Et le rôle que vous allez attribuer à l'IA, par exemple, un chercheur ne va pas parler de la même façon qu'un professeur des écoles. Donc en fonction de qui vous voulez qui vous réponde, si par exemple vous voulez que ce soit un chercheur qui réponde, bah, vous pouvez donner la personnalité d'un chercheur à l'IA. Ensuite, c'est lui demander quelle tâche vous voulez qu'il effectue. Et là, il faut être bien clair sur la tâche. Est-ce que vous voulez qu'il calcule quelque chose? Est-ce que vous voulez qu'il rédige quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse très exactement? Ensuite, lui donner le contexte. Donc le contexte, c'est globalement à qui on s'adresse et dans quel champ de connaissances est-ce qu'on s'inscrit. C'est globalement un petit peu ça qui va être important à préciser. Ensuite, je le rappellerai, mais le format de sortie,
imposer systématiquement un format de sortie, parce que sinon l'IA va faire ce qu'elle a envie de faire, et des fois elle va vous sortir des tableaux, des fois elle va vous sortir du texte, des fois elle va vous sortir des listes à points. Donc spécifiez systématiquement quel format de sortie vous voulez, et on verra que dans les techniques intermédiaires et avancées, ajouter des exemples, ça permet de raffiner davantage en fait le prompt, et d'avoir quelque chose justement de plus fiable, de plus précis, et souvent de moins long, où on part dans moins de sorties verbeuses de la part de l'IA. Donc ça, c'est un petit squelette que vous pouvez garder. Je vais vous donner un exemple juste après pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi en fait à quoi ça correspond. Hop. Alors, tac. Désolé. Donc, voilà un petit peu vraiment l'exemple extrême. Ça, c'est ce qu'on mettrait presque par exemple dans Google, le prompt vague, à savoir parle-moi de la lombalgie. Donc là, c'est le meilleur prompt pour avoir une discussion d'1 heure et demie avec une IA, typiquement, parce qu'il va y avoir 50 000 raffinements et des fois vous allez devoir tout recommencer parce que le prompt initial était trop vague. A l'inverse, si on prend un prompt précis et structuré, comme vous avez à droite, donc là, je le mets dans le contexte de la recherche, parce que cette vidéo se fait quand même dans un contexte de recherche à la base. Donc le rôle que je lui ai donné, c'est tu es chercheur en ostéopathie spécialisé dans les troubles musculo-squelettiques. La tâche que je lui ai assignée, c'est de rédiger un résumé des approches de traitement ostéopathique pour la lombalgie commune basée sur les données probantes actuelles. Et le contexte, c'est le public cible, ce sont des étudiants en 4e année d'ostéopathie. Et le format, je lui ai donné un format très précis. Je lui ai dit structure ta réponse en 3 parties. Une partie des techniques structurelles, une deuxième partie des techniques fonctionnelles, une troisième partie des approches complémentaires, viscérales, crâniennes, etc. Cite au moins 2 études récentes d'après 2020 pour tes propos. Donc là, vous voyez, entre parle-moi de la lombalgie et ici on a un contexte clair avec un rôle qui est clair, un format de sortie qui est extrêmement clair. Et donc je sais que j'aurai peut-être 1 ou 2 raffinements à faire, une ou deux précisions à apporter, mais j'ai déjà un prompt qui est bien solide en fonction de l'IA sur laquelle je vais l'envoyer. Donc si on reprend un exemple, encore une fois, si je lui donne un article, par exemple, ou un abstract, ou n'importe quoi, et je lui dis résume cet article, il va partir plus ou moins dans tous les sens et il ne va pas exactement me donner ce que moi j'ai envie. Parce que quand je dis résume un article, quand je dis résume, ça veut dire que j'ai des données dont je vais avoir besoin et je veux qu'il y ait une sortie qui soit spécifique à cette demande-là. Donc pour verbaliser ça correctement, on va lui dire tu es donc expert en lecture critique d'articles scientifiques. Voici un abstract d'une étude sur l'efficacité des manipulations vertébrales. Là, je lui dis rien et je le laisse analyser en fait l'article. Là, je lui dis ce que c'est et sur quoi ça porte. Donc ta tâche va être d'extraire les informations suivantes et de les présenter sous forme de tableau. Donc le type d'étude, donc ça j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu mettre sous forme de tableau et lui donner, dire voilà, la colonne 1 c'est type d'étude, la colonne 2, etc. Là je ne l'ai pas précisé. Mais bon, ce sera déjà, normalement il devrait comprendre que le 1 c'est la colonne, 2 c'est colonne, 3, etc. Que les numéros c'est colonne. Donc un type d'étude, 2 populations, 3 l'intervention, 4 le comparateur et 5 les principaux résultats pour avoir leur valeur statistique. Donc là, en gros, je lui ai demandé très simplement de me refaire une question PICO avec le 2, 3, 4, 5 et de me donner le type d'étude, simplement pour avoir une idée du type d'étude. Donc ça, c'est vraiment la base de la base du prompting, que ce soit sur ChatGPT, sur Claude, en tout cas sur la majorité des LLM, sur Gemini, etc. C'est le minimum que vous puissiez faire pour justement avoir une sortie qui soit de qualité. On verra qu'on pourra faire un peu de méta-prompting après, à savoir que si jamais par exemple vous ne savez pas rédiger un prompt et que vous avez une idée, vous pouvez demander à l'IA de vous suggérer un prompt. Ça, on verra comment on fait. Si on passe maintenant dans les techniques intermédiaires, donc là on va voir que c'est dans des situations un peu spécifiques qu'on va employer plus ou moins ces techniques-là, en sachant que la technique de base, c'est déjà une très bonne base. Là, on va parler un petit peu de contexte et de rôle, donc on va appeler ça du role prompting. Donc je vous rappelle en fait que le rôle que vous assignez, c'est comme si vous assigniez un modèle statistique en fait. Statistiquement, quand vous donnez un rôle, l'IA va dire bon bah voilà, avec ce rôle-là, je vais statistiquement employer plutôt ces mots-là. Ça va vraiment se passer comme ça. Donc ça va conditionner le format de sortie de la réponse, ça va conditionner également la réponse et les données qui vont être mobilisées dans la base de connaissances de l'IA.
Donc si je vous donne un exemple, ça peut être par exemple le mauvais exemple, enfin pas le mauvais exemple, mais un exemple très simple sans rôle, c'est explique-moi la différence entre une hernie discale et un bombement discal. Donc là, il y a des chances qu'il vous donne quand même quelque chose de cohérent, à condition d'aller vérifier les données en fonction de ce qu'il vous donne, mais que ça soit finalement très généraliste et pas forcément centré ou axé sur une population particulière. Maintenant, si je fais la même chose mais que je lui donne un rôle, je vais lui dire donc, tu es radiologue spécialisé en imagerie musculo-squelettique et excellent vulgarisateur. Explique la différence entre une hernie discale et un bombement discal à un patient qui vient de recevoir ses résultats d'IRM. Utilise des analogies simples mais reste médicalement précis. Donc là, il y a de grandes chances que déjà j'ai quelque chose de beaucoup plus précis. Il y a de grandes chances que dans le ton, ce soit très différent, que j'ai un ton qui soit certainement peut-être plus empathique, comme s'il s'adressait finalement à un patient, et que j'ai également des analogies, des métaphores qui permettent au patient de se représenter un petit peu mieux la situation. Donc vous voyez un petit peu à quoi le rôle va pouvoir servir. Je peux vous faire l'exemple directement pour que vous puissiez voir en fait à quoi va ressembler le format de sortie. On va aller sur Claude. Donc je vais faire un prompt dans une discussion ici. Donc je lui mets aucun contexte, rien du tout, je vais lui mettre ça. Donc il y a quand même de grandes chances qu'il me sorte des trucs quand même intéressants. Donc là vous voyez, il cherche. Donc voilà, il commence en fait par le bombement discal, protrusion discale, en sachant que là pareil, j'ai pas vraiment utilisé de jargon médical, j'ai pas été très précis, donc vous voyez, j'ai cette sortie-là. Si je fais donc nouvelle conversation et que je reprends, tac, mon deuxième prompt, hop, on va regarder un petit peu ce que Claude va nous sortir. Donc il va chercher. Donc déjà voilà, ça commence pas du tout pareil. Ça commence pas du tout pareil. Donc là, il nous met des analogies, il nous met des définitions, il nous explique un peu la différence avec... Et après, en plus, il me questionne. Donc vous voyez, on est vraiment sur un autre format de sortie avec d'autres analogies. Les deux peuvent être intéressants. Hein, si je vous remets ici le bombement, hernie discale, alors ça mériterait encore une fois de vérifier les données qu'il y a dedans. Mais globalement, juste à la lecture rapide, ça a l'air d'être quand même assez presque cohérent. Donc voilà, bon, le noyau gélatineux fait sa sortie vers l'extérieur, ça encore une fois, c'est pas super exact, disons que. Mais si on reprend le deuxième, donc là il nous parle de petit coussin en forme de beigne. Je pense que c'est du canadien, je sais pas ce que c'est. Donc ouais, bon, même si c'est pas totalement exact, ça paraît typiquement, c'est un peu le discours nocebo, mais bon, globalement, l'effort est quand même fait. Donc là, par exemple, le raffinement, ce serait éventuellement de dire évite les discours nocebo avec les représentations de fragilité. Voilà, noyau gélatineux mou, ça donne pas l'impression de solidité. Donc là, après, on peut retravailler sur des choses que nous, on connaît, par exemple. On sait que ce discours-là, ça va être plutôt nocebo avec le patient, donc on va plutôt lui dire, bah écoute, si tu dois reformuler, de quelle manière tu reformulerais pour éviter d'avoir un discours nocebo centré sur la faiblesse structurelle du disque et au contraire faire ressentir au patient que le dos est solide, mais que malgré tout, bah effectivement, ça peut être une douleur qui est liée à son disque. Donc vous voyez, le raffinement, on peut se faire de cette manière-là en fait. Donc le format de sortie, ça je vous en ai parlé, ne laissez pas l'IA gérer le format de sortie, sinon elle va vous proposer un peu n'importe quoi. Là par exemple, elle me l'a proposé sous format texte, mais j'aurais très bien pu lui demander de me faire un tableau ou même, je vais vous montrer sur Claude. Comme ça fera déjà un tuto Claude. Donc, je vais lui demander de générer une infographie à partir de ces informations. Et je vais lui dire une infographie minimalisme dans le style d'Apple pour mes patients. Imaginons que tout me convienne et que je veuille faire ça. Donc Claude, c'est intéressant parce qu'il a une fonction qui s'appelle artefact. Je ne sais pas s'il va la sortir ici. Voilà, il va créer l'artefact. Donc l'artefact, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur le côté droit. Vu que je lui ai demandé une infographie, il va générer du code. Alors, ça peut être différents types de code. J'imagine, je ne connais pas grand-chose en code, Python ou quoi que ce soit d'autre. Et en fait, avec ce code-là, une fois qu'il aura terminé de réfléchir, vous allez voir, ça va en fait me générer directement l'infographie
qui résume ce qui a été dit ici. Donc par exemple, quand vous avez des tableaux issus d'articles ou que vous voulez, voilà. Donc voilà, ça a été super rapide, donc c'est cool. Donc là, c'est super parce que visuellement, en fait, on a ce qui est expliqué ici. Donc ça évite de lire et c'est vachement plus représentatif quand on est un patient, par exemple, ou autre. Ce qui fait que là, pour le coup, je trouve que c'est très clair. C'est vraiment simple à comprendre. J'ai un disque qui est normal, un bombement discal, j'ai le disque qui est un peu plus écrasé et qui sort, et une hernie discale, on peut comprendre qu'il y a éventuellement quelque chose qui se passe, un déplacement de matériel, et là il parle de nerfs comprimés, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver effectivement sur les hernies discales, mais le dessin est déjà excellent, quoi. Donc ça c'est quelque chose, je fais une capture d'écran, je l'enregistre et j'ai quelque chose pour une présentation par exemple. Au même titre que je disais, si jamais vous avez des comment on appelle ça, des tableaux ou des statistiques que vous comprenez pas forcément bien ou au contraire que vous voudriez en fait les représenter différemment, ça peut être via un prompt justement de reformulation ou de travail sur la partie graphique d'un tableau. Donc ça se fait, moi je le fais beaucoup, parce que les tableaux des fois c'est imbuvable sur des présentations comme ça, donc plutôt que de mettre beaucoup de texte, là je mets beaucoup de texte parce que je vous mets des exemples, mais je préfère mettre beaucoup d'images, très peu de texte, et avoir des choses qui sont très imagées, à cette image-là. Ça fait 2 fois image à imager, mais c'est pas grave. Donc, ne laissez pas l'IA gérer le format de sortie. C'est la leçon à retenir. Ensuite, autre technique, c'est définir des contraintes et des limites. Ça, c'est important pour éviter en fait que l'IA aille dans tous les sens et vous donne soit des trucs qui soient hors sujet, soit des trucs qui soient extrêmement longs. Donc là, l'exemple que je vous ai mis de prompt, c'est donc à partir de mes notes, rédige une introduction pour un article sur le traitement ostéopathique du syndrome du canal carpien. La réponse doit faire exactement 3 paragraphes, ne mentionne pas les approches chirurgicales, concentre-toi uniquement sur les mécanismes physiopathologiques et l'intérêt d'une approche conservatrice. Le ton doit être formel et professionnel. Donc ça, typiquement, ça va vous permettre en fait d'aller là où vous voulez aller. Encore une fois, plus vous êtes précis avec l'IA, plus elle vous donnera de réponses précises, moins vous aurez besoin de faire d'itérations, et plus vous économiserez d'eau, etc. Dans l'utilisation de l'IA, parce que je sais que les considérations écologiques sont quand même assez importantes quand il est question d'usage de la technologie. Donc ça, par exemple, ajouter des contraintes et des limites, ça permet justement de limiter le nombre d'itérations et d'éviter le hors-sujet et l'excès de longueur en fait dans plein de prompts. Ensuite, il y a la partie un peu itération et raffinement. J'ai écrit n'importe comment. Donc là, les itérations, c'est un peu inévitable. C'est un peu comme ça que fonctionne l'IA. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait 2 itérations. Donc elle m'a donné du texte. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux pas me faire plutôt quelque chose sous forme d'infographie de manière à ce que ça soit plus clair? Donc là, j'ai fait 2 itérations. Par exemple, le coup de la hernie discale en mode beignet avec le truc qui sort, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. J'aurais très bien pu lui dire dans une 3e itération, écoute, ton analogie sur le beignet avec la confiture qui sort, c'est pas quelque chose qui me plaît pour mes patients parce que je trouve que c'est un discours nocebo. Donc j'aurais réitéré, j'aurais fait une 3e itération de correction en lui donnant éventuellement des exemples et des suggestions, mais justement les exemples, on va y revenir juste après. Donc les itérations, elles permettent en fait le raffinement, et ce que je vous recommande de faire, c'est quand vous arrivez à quelque chose qui vous plaît, que vous avez raffiné sur des détails, etc., c'est demander une synthèse. Alors soit demander une synthèse, soit demander de rassembler en fait toutes les informations avec un prompt en fait, pareil, qui est construit de la même manière. Donc en fait le processus, c'est à la fois un processus qui est itératif et à la fois un processus qui est récursif, c'est-à-dire qui se base toujours sur ce qui a été fait précédemment. Donc on a vraiment ce processus un peu en spirale. Alors j'avais pas de spirale, mais c'est tout ce que j'ai trouvé ici. Il faut vraiment imaginer une spirale en entonnoir avec à la fin le produit final que vous cherchez à avoir avec ce que vous cherchez à faire. Donc important vraiment le raffinement et le travail en fait du prompt. Ça demande du temps de faire des bons prompts, ça demande des essais, de trouver un bon prompt, et je vous encourage à les enregistrer quand vous les avez et de juste remplacer les informations dont vous avez besoin, parce que l'objectif, on verra quand on est sur les techniques plus avancées, ça va être de justement créer des prompts standardisés entre guillemets, de manière à pouvoir les utiliser pour plusieurs tâches. Alors là on a quelque chose qui est assez important, puisque généralement l'IA
quand vous lui demandez une tâche, le but c'est de remplir la tâche. La problématique quand on lui demande de remplir la tâche, c'est qu'elle peut aller des fois très vite en besogne. Et donc on peut avoir des données qui sortent, mais qui sont soit pas hyper bien organisées, soit au contraire pas super fiables, soit il a insisté beaucoup sur certains points et pas beaucoup sur certains points. Donc une des façons finalement de mettre en évidence ça, c'est un petit peu ce qu'on ferait en consultation avec des patients, c'est de mettre l'IA face à ses pensées et à son mode de raisonnement. Et donc pour ça, on appelle ça le raisonnement étape par étape ou chain of thought, où là en fait on va simplement demander à l'IA d'exprimer tout haut son raisonnement, donc elle va détailler exactement son raisonnement, et en fait en fonction de la façon dont elle va détailler le raisonnement, statistiquement avec les mots qu'elle va choisir, elle va devoir corriger automatiquement ce qu'elle est en train de faire. Et donc ça permet d'améliorer assez facilement la résolution de problèmes auxquels on fait face quand on doit décomposer une tâche, et ça améliore en fait grandement la fiabilité des prompts finaux et des formats de sortie qu'on va avoir. Donc ça, je vous recommande de le faire, surtout sur des tâches un peu complexes où ça nécessite du raisonnement et de l'analyse de votre part et de l'analyse de données de la part de l'IA. Donc un exemple assez simple, donc j'ai un patient qui présente une douleur d'épaule à droite après une chute, l'abduction est limitée et douloureuse à 90 degrés, quels sont les diagnostics différentiels possibles? Donc ça c'est du standard. Si maintenant on fait un chain of thought, donc on reprend la même première phrase, donc le patient présente une douleur d'épaule droite après une chute, l'abduction est limitée à 90 degrés, maintenant ce que je vais lui demander c'est décompose ton raisonnement étape par étape pour établir une liste de diagnostics différentiels ostéopathiques et médicaux, commence par analyser le mécanisme lésionnel, puis les signes cliniques et enfin pour chaque hypothèse explique pourquoi elle est pertinente, conclu par une liste ordonnée de diagnostics probables. Donc celui-là, je vais vous le lancer pour que vous puissiez voir en fait à quoi ça ressemble. Donc le simple, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va nous sortir. Et ensuite, on lancera le prompt, on va dire un petit peu plus, on va le laisser réfléchir, un petit peu plus travaillé justement en chain of thought, de manière à ce qu'il nous donne son raisonnement étape par étape. Donc là, typiquement, c'est comme si on l'avait demandé une liste ici. Quels sont les diagnostics différentiels possibles? Donc qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne une liste. Donc on a d'abord les lésions traumatiques avec la coiffe, les fractures, les luxations, les lésions des tissus mous, conflits sous-sacromial, bursite, tendinopathie, contusion simple et les examens complémentaires. Donc ça, super, on est content. Et maintenant, on va lui donner un truc un petit peu plus construit, de manière à ce que vous puissiez voir en fait de quelle manière est-ce que le format de sortie va être littéralement impacté, la précision des données va être impactée, et la qualité en fait finalement de la sortie va complètement changer. Donc il commence bien par l'analyse du mécanisme lésionnel. Donc là vous voyez en fait ce qu'il a tendance à faire, c'est me faire des listes. Donc on voit déjà que le prompt est plus long et qui va beaucoup plus dans les détails avec une analyse probabiliste, on va dire, de pourquoi c'est pertinent et les éléments qui peuvent orienter vers ça. Et il y a des chances que peut-être ils finissent par des questions. Donc vous voyez, dysfonction claviculaire, il met également des choses ostéo. C'est assez étonnant d'ailleurs, je l'avais jamais testé sur ça. Et donc ensuite, il me propose des probabilités, donc fracture, luxation gléno-humérale, etc. Alors encore une fois, là je l'utilise plus en aide au raisonnement, si vous voulez, c'est vraiment pour un exemple. Mais vous voyez un petit peu déjà la longueur du prompt. Donc ce que j'aurais pu améliorer éventuellement là, c'est de lui dire j'ai pas envie de liste à points, je veux juste que tu me fasses des paragraphes. Alors bon, la liste à points c'est visuel, c'est pratique. Et il m'a vraiment tout mis. Donc il m'a mis l'analyse du mécanisme, l'analyse des signes, les hypothèses diagnostiques. Et ensuite il m'a mis donc les probabilités, voilà la liste ordonnée de diagnostics les plus probables avec les signes qui vont être associés à ça. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la précision un petit peu et de ce que c'est capable de faire une fois que le prompt est vraiment bien structuré, mais honnêtement déjà là, c'est très très bien, même au niveau du récap des signes cliniques et des tests éventuellement, j'ai pas mis de tests, mais surtout des signes et des symptômes. Et le côté hypothétique, c'est vraiment prioritaire à éliminer en cas d'urgence. Vous voyez? Et donc après, diagnostic les plus probables, là il va plutôt me parler de tendinopathie, de la coiffe et notamment du suivi épineux. Donc vous voyez un petit peu à quel point c'est puissant en fait, c'est ça. C'est ça le mot, c'est la puissance du prompt. Donc plus vous allez préparer le prompt, plus ce sera précis,
plus vous exploiterez le potentiel de l'IA et moins vous ferez d'itérations. Et ça veut dire que vous gagnerez encore plus de temps, vous dépenserez beaucoup moins de ressources au niveau de l'IA, notamment si vous avez une fonction gratuite où vous êtes limité en fait en prompt. Mais même si vous avez une version payante, Claude est limité à un moment donné dans le nombre de prompts autorisés par tranche. Je ne sais plus par tranche de combien c'est, je crois que c'est par tranche de 6 heures, quelque chose comme ça. Donc maintenant, on va passer sur les techniques avancées. Donc la première technique avancée, c'est celle-là, c'est de vous préparer en fait. Préparez vos prompts à l'avance parce qu'un prompt, ça prend plusieurs dizaines de minutes quand vous vraiment vous voulez faire un prompt un peu chiadé, ça prend du temps. Une technique avancée qui va prendre justement du temps, c'est l'apprentissage par l'exemple. Donc là, ce que j'ai fait, typiquement, c'est donner 0 exemple. J'ai juste donné un prompt qui est très bien structuré, mais je n'ai pas donné d'exemple en fait à mon IA. Et un truc qui est super, c'est que pour que l'IA apprenne et sache exactement quoi faire et comment vous voulez qu'elle le fasse, c'est directement de lui donner en fait des exemples. Donc ça augmente la puissance de sortie, ça augmente la fiabilité et ça va permettre au modèle de beaucoup plus facilement généraliser et inférer sur ce que vous allez lui demander. Donc vous avez globalement 3 possibilités. Donc vous avez le zero shot. Donc c'est ce qu'on a fait, on n'a pas donné d'exemple. Vous avez le one shot, vous donnez un exemple et vous avez le few shot. Donc le few shot, c'est donner plusieurs exemples justement pour faire que l'IA donne un peu plus de détails et soit vraiment très structuré dans le format de sortie. Donc par exemple, si on fait un exemple à deux shots, on va avoir donc le début du prompt. Donc tu es assistant de recherche chargé d'extraire des composantes PICO, donc patient, intervention, comparaison, outcome, d'abstract, d'essai contrôlé, randomisé. Donc l'exemple 1, je lui ai donné un exemple d'abstract avec ce que j'attendais, avec la sortie. Je veux une sortie patient souffrant de cervicalgie chronique, intervention, etc. etc. Donc je lui montre exactement ce que je veux. Exemple 2, je lui montre aussi ce que je veux. Donc en fait, ça demande beaucoup de travail puisque ça demande du travail au début, mais ça après, vous pouvez le préparamétrer. Une fois que vous avez le prompt, c'est terminé, vous n'avez plus rien à faire et vous pouvez l'appliquer pour tous les autres articles que vous voulez utiliser. Donc c'est super puissant. Et donc on termine le prompt avec maintenant extrait les composantes PICO de l'abstract suivant ou de l'article suivant, etc., etc. Donc cette technique du few shot learning, elle est hyper intéressante. Elle est par contre un peu chronophage. Par contre, une fois que vous avez trouvé un prompt qui fonctionne bien, vous copiez-collez ce prompt-là et vous avez juste en fait, vous voyez ce que j'ai mis entre crochets, c'est juste ça en fait à ajouter dans les prochains prompts. Donc c'est là où c'est intéressant en fait de tester des différents prompts en fait sur les différentes IA pour avoir quelque chose qui fonctionne super bien. Ça marche également pour les comptes rendus. Je vous le dis aussi pour les collègues qui sont sortis, qui font des courriers. Alors on a un petit peu le pendant qui va être la décomposition de tâches complexes où là en fait on va vraiment être sur quelque chose d'assez avancé en termes de prompting, dans le sens où, par exemple, là, l'objectif que je vous ai mis, c'est rédiger une revue de littérature sur l'ostéopathie et les céphalées de tension. Donc autant vous dire que vous ne pouvez pas juste faire un prompt en demandant à l'IA de rédiger une revue de littérature, parce qu'il y a trop d'étapes, c'est extrêmement complexe, c'est pas possible de vous sortir ça en une fois. Donc vu que c'est pas possible, il va falloir en fait découper votre gros objectif en micro-objectifs. Et ces micro-objectifs vont être les différents prompts en fait, que vous allez mettre en place. Et ça va ressembler un petit peu à ça. Donc par exemple, sur une réalisation de revue de littérature, le premier truc qu'on va faire, c'est un brainstorming autour des mots-clés. Parce que quand on fait une revue de littérature, il nous faut une stratégie de recherche pour construire une équation de recherche. Et donc ça, on peut le faire directement, étape 1, avec l'IA. La deuxième partie, une fois que vous avez fait votre stratégie et que vous avez récupéré vos articles, ça va être le screening un peu des abstracts avec le few shot PICO qu'on a fait avant. Après, on peut faire une synthèse de données avec un tableau, donc où en fait on va faire un tableau de données avec les différentes études qu'on a étudiées, avec les auteurs, les dates, le type d'études, le design, la population, etc., etc. Après une partie donc plus analyse critique et enfin une rédaction de plan, voilà. Et ça, ce serait en gros une sorte de super grosse étape à l'intérieur de laquelle il y aurait plusieurs étapes sur lesquelles vous allez travailler. Donc ça nécessite, vous voyez, vraiment un découpage. Vous pouvez vous servir de l'IA pour demander le découpage. C'est encore une fois, vous pouvez faire des prompts imbriqués. Si votre objectif ici, c'est réaliser une revue de littérature, et que vous en fait vous voulez juste savoir quelles sont les étapes, vous pouvez faire un prompt où vous dites à l'IA, tu es chercheur
qui publie régulièrement des revues de littérature. J'ai besoin de toi pour m'aider à découper les différentes étapes d'une revue de littérature de manière à structurer mes prompts pour l'IA, de manière à réaliser complètement cette revue de littérature. Il va vous donner des étapes et donc après vous pouvez lui demander les sous-étapes et à reproduire en fait ça, si vous voulez. Donc c'est une fois que vous avez compris la logique, en fait, ça va aller assez facilement, dans la mesure où vous ne faites pas faire à l'IA, c'est vous qui faites. Vous voyez ? Vous pouvez faire à l'IA au début quand on est perdu, mais à un moment donné, elle ne pourra pas faire par elle-même parce qu'elle aura besoin de cadre, elle aura besoin de guide, elle aura besoin de connaissances pour pouvoir produire en fait le meilleur d'elle-même et tout son potentiel. Alors le prompt multi-étape, c'est la même chose presque que la décomposition de la tâche complexe, sauf que c'est en une seule étape. Donc le prompt multi-étape, c'est bien sur des tâches qui sont très simples pour réaliser en fait une séquence d'actions dans un ordre précis. Donc c'est la même chose sans vraiment être la même chose. Ça s'applique vraiment par exemple pour des process, pour détailler un process. Par exemple, si jamais vous voulez connaître les étapes de réalisation d'une revue de la littérature, vous pouvez faire un prompt multi-étape. Ça veut dire que vous allez lui demander en fait les différentes étapes de ce prompt-là en fait finalement. Donc là, l'exemple c'est très simple. Je vais te donner un article clinique, un article sur un cas clinique, pardon, et voici les étapes que je veux que tu suives. Donc premièrement, résume le cas en moins de 150 mots. Deuxième, donc on lui donne toutes les étapes qu'on veut qu'il fasse et on veut qu'elle fasse ça que il ou elle fasse ça en tout cas en une seule étape. Donc ça peut être la même chose pour la revue de littérature. Donc je vais lui donner un rôle. Donc tu es chercheur, expert dans la réalisation des revues de littérature. Je vais te donner un sujet sur lequel je vais réaliser une revue de littérature. J'ai besoin de toi pour, petit point numéro 1, me détailler toutes les étapes nécessaires à la réalisation de cette revue de littérature. Deuxièmement, je veux que tu me brainstorm des mots-clés qui vont être relatifs à cette revue de littérature. Troisièmement, etc. On lui donne quelques étapes qu'on aimerait suivre et en fait, on va se servir de la première étape pour la deuxième itération. Par exemple, si on a donné quelques étapes et que dans la première étape, il nous donne beaucoup plus d'étapes, on va dire, à partir des étapes du premier point, j'aimerais que tu m'aides à structurer une stratégie complète d'utilisation de l'intelligence artificielle pour réaliser justement cette revue de littérature. Donc encore une fois, itération, raffinement, itération, raffinement. Donc tout à l'heure, je vous en ai parlé du méta-prompting, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer un meilleur prompt quand on n'y connaît rien en prompt. Je vous rassure, c'est ce que je fais très régulièrement parce que des fois, j'ai beau savoir comment on fait un prompt, des fois l'IA est très forte aussi pour pondre des prompts. Donc l'idée, c'est encore une fois utiliser tout ce qu'on a vu depuis le début, mais de l'appliquer au prompt. Donc des fois, on a possiblement déjà rédigé un prompt, donc on peut lui dire la même chose que ce qu'on va dire là, à savoir tu es expert mondial en prompt engineering pour la recherche médicale, j'ai besoin de créer un prompt pour analyser et critiquer la méthodologie d'un ECR en thérapie manuelle. Le prompt actuel critique la méthodologie de cet article, améliore le prompt pour qu'il soit plus détaillé, plus précis, qu'il guide l'IA à produire l'analyse critique de haute qualité basée sur des critères de la checklist Consort, propose une nouvelle version de mon prompt que je pourrais réutiliser. Donc voilà. Quand vous dites ça, vous allez avoir un prompt qui est hyper carré et une fois que vous aurez lâché le prompt avec l'article associé, il va vous faire une analyse qui va être quand même assez qualitative. Évidemment, il faudra vérifier ce qu'il va dire, mais encore une fois, ce sera super, quoi. Et enfin, non, en fait pas enfin, j'ai doublé la slide, donc tout ça pour dire qu'on a terminé et que prochain tuto, en fait, on va parler des outils donc, pour l'IA. Donc je vous ai montré déjà un peu Claude, mais je vous montrerai pas forcément, mais je vous parlerai certainement d'autres outils qui vont être intéressants, notamment pour la recherche générale ou pour la recherche scientifique. Donc rappelez-vous une chose, c'est que préparer un prompt, c'est s'engager un petit peu dans la rédaction, dans la mobilisation de ses connaissances, parce que l'IA n'est pas là pour produire à votre place. L'IA, elle est là en tant qu'assistant. J'aime bien dire que c'est de l'intelligence augmentée et pas de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il va falloir d'abord mobiliser votre intelligence à vous pour créer un bon prompt, et ensuite seulement demander à l'IA finalement d'agglomérer les idées et de structurer les idées. Si vous voulez, l'IA, c'est un petit peu la petite voix qui va vous souffler la direction, mais c'est vous qui allez tout faire, un petit peu. C'est un peu ça qu'il faut imaginer avec l'IA. C'est pas du tout elle qui est là pour tout faire. Rappelez-vous, on est dans de l'IA faible, on n'est pas dans de l'IA forte, donc ça sert à rien de lui demander quelque chose qu'elle n'est pas encore capable de produire.
Donc voilà, bossez bien sur les prompts et puis prochainement sur le tuto outils IA pour la recherche.